Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Dash News pour cette autre édition de l'invité de la rédaction qui fait son retour sur nos antennes après un petit break dû à l'actualité de la Coupe du Monde de football. Et pour cette édition, nous braquons les projecteurs sur une idéologie à la mode sur le continent depuis quelques années. Elle est portée par des acteurs de la société civile et des politiques, aussi séduisante par ses prétentions libératrices, mais également intrigante par ses moyens d'action et son discours au relent populiste, voire violent pour certains. Il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, du panafricanisme, un courant de pensée qui entend réconcilier l'Afrique à elle-même et surtout l'affranchir totalement de la domination des anciens maîtres blancs. Ces derniers jours, il s'est tenu ici même à Douala la deuxième édition des Pan African Awards, un rendez-vous désormais annuel, il me semble, qui rassemble ces hommes et femmes de par l'Afrique qui essayent de dessiner un nouveau destin à notre continent. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir l'un d'entre eux, acteur politique bien connu au demeurant, président du ROC MDI, Mouvement pour la démocratie et l'interdépendance, camerounais, mais basé en Afrique du Sud depuis de longues années. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Djekam Chamini, que j'aurai le plaisir de vous introduire dans un court instant. Djekam Chamini, bonsoir. Bonsoir, M. Super. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est le plaisir de mien. Alors, vous êtes, comme qui dirait, panafricaniste depuis quasiment le berceau. Depuis l'enfance. Enfin, depuis l'enfance. En effet. Vous baignez dedans depuis 30-40 ans maintenant, oui. ou un peu plus d'ailleurs. Oui, je pense que depuis le lycée. Depuis le lycée. Depuis le lycée Josse, j'ai eu de l'intérêt pour les œuvres d'Aimé Césaire, Senghor à l'époque, par la suite Cheikh Anta Diop, etc. Et c'est à l'université, dans le cadre du club d'études et de réflexion sur la culture africaine, que je crée avec certains camarades, que nous approfondissons notre connaissance de l'Afrique, de ses problèmes et des solutions qui ont été proposées par ceux qui sont venus avant nous. Donc, effectivement, je baigne là-dedans depuis Mais pourquoi longtemps. cet intérêt précoce pour les questions africaines en ces temps-là? Comment vous êtes... quel est le cheminement mental par lequel vous êtes passé pour arriver à vous intéresser à ces questions-là déjà à cette époque-là? Bon, il faut dire que dans mon cas, je suis entré précoce dans la politique de façon générale. D'accord. Mais je dois lier cela au fait que je lisais beaucoup. Quand j'étais petit, je crois que le plus grand moment de joie que j'ai eu, j'étais à Yaoundé, et il y a un cousin qui est venu et qui m'a donné une grosse pièce de 50 francs, des anciennes pièces de 50 francs. Et c'est ce que ça coûtait pour aller s'inscrire à la bibliothèque, pour payer un abonnement annuel à la bibliothèque de l'église catholique du coin. Alors j'ai payé ça. C'est ce que vous avez fait? Bien sûr, et j'étais là-bas tous les jours. Pendant que les enfants de votre âge, à Ils jouaient au l'époque, ballon, des choses comme ça. allaient s'amuser avec, seraient allés certainement s'amuser avec les 50 francs. En tout cas. Alors donc, j'ai lu pratiquement tous les livres qui étaient là-bas. Et c'était le début comme ça, parce que quand je viens aussi également à Douala, je vais au Centre culturel français, qui avait la seule grande bibliothèque à l'époque, et qui était divisée en une bibliothèque des petits et des grands. Donc, ceux qui avaient plus de 14 ans avaient le droit d'aller dans la bibliothèque en haut, et les moins de 14 ans restaient dans une bibliothèque en bas. J'ai fini tous les livres de la petite bibliothèque. Et donc, à l'âge de 12 ans, j'ai eu une autorisation spéciale pour aller dans la grande bibliothèque, où les premiers livres sur lesquels je suis tombé, c'était Le Capital de Karl Marx, et deux autres livres, Dieu existe, je l'ai rencontré, Dieu n'existe pas. Donc, imaginez, j'avais 13 ans et voilà le genre de choses que je lisais. Étonnant. Alors, c'est quoi le panafricanisme, Djekam Chamini? Le panafricanisme, si on peut être défini d'abord de façon simple comme étant un mouvement qui vise à la libération totale et à l'unification de l'Afrique et des Africains sur le continent et dans la diaspora. Donc voilà la définition basique. Ayant dit ça, vous allez retrouver donc à travers cette histoire et à travers ce courant de pensée beaucoup d'autres
ramifications qui vont partir des questions paradigme intellectuel, d'où l'afrocentricité, du panafricanisme politique qui vise effectivement à unifier les États existants, le panafricanisme culturel qui vise à la promotion de la culture, de cette culture, cette culture africaine commune, et le panafricanisme économique qui vise à faire de l'Afrique une puissance, donc des choses comme ça. Donc vous trouvez tous ces genres de ramifications. Est-ce qu'on peut dire que le panafricanisme s'inscrit dans le prolongement de l'idée unitariste des pionniers qu'étaient les Kwame Nkrumah et autres, ou alors ils précèdent même peut-être, je veux dire, dans leur lancement idéologique? Mais, si vous prenez le panafricanisme dans sa création, je peux dire, récente. Vous allez la situer dans les années 1920 déjà, et même un peu plus tôt d'ailleurs. Mais je veux prendre les personnages les plus connus. D'accord. C'est Marcus Garvey. Dès 1920, il parle de l'Afrique aux Africains, constitue un État. Quoiqu'il n'était pas lui-même... Il est d'extraction africaine de par la déportation. Mais vous savez, la chose qu'il y a, c'est que le panafricanisme, justement, oui. D'abord, assez étrangement que ça puisse paraître, est né hors du continent africain. Il est, en fait, le fait, je parle de la forme moderne du panafricanisme, est le fait de ces gens qui ont été enlevés de l'Afrique de force et qui rêvent de retrouver leurs racines. Voilà. Et donc, le panafricanisme, c'est le Marcus Garvey, c'est les Pat Moore, c'est les Dubois. Bon, les Aimé Césaire jusqu'à certaines mesures, mais vous voyez que Kwame Nkrumah lui-même est enfin inspiré. Le premier congrès panafricain se tient à Londres. L'essentiel des délégués sont des délégués de la diaspora africaine. C'est-à-dire que, pas de diaspora africaine, j'entends ces Africains qui sont partis, pas de leur propre gré, s'installer... du fait de l'esclavage. Du fait de l'esclavage, voilà. Et qui sont installés donc en Amérique, en Europe, dans les Caraïbes, etc. Donc c'est là-bas que naît ce mouvement. Et c'est tout à fait normal, il faut le dire, parce que si vous voyez aujourd'hui les gens qui ont le plus intérêt à ce que l'Afrique s'unisse, vous vous rendez compte qu'il s'agit essentiellement des Africains du continent qui ne vivent pas dans leur pays d'origine et des Africains hors du continent, qui sont partis soit de leur propre gré, soit par la force de l'histoire. Parce que quand vous allez et que vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez des États qui n'arrivent pas à vous donner le minimum de protection consulaire, alors vous commencez à vous poser des questions. C'est-à-dire que vous êtes un Jamaïcain et vous vous trouvez opprimé en Jamaïque, ou vous êtes un Africain-Américain, vous êtes opprimé aux États-Unis, ouais. Ou vous êtes, je ne sais pas moi, un Malien qui se retrouve, je ne sais pas moi, en Guinée-Bissau et qui est dans des problèmes et son ambassade n'intervient pas. Vous voyez, donc ce sentiment d'être orphelin, apatride, de ne pas appartenir à quelque chose qui a suffisamment de puissance pour vous accorder la protection. Et ce qui est à la base, en réalité, du désir pour les Africains de se regrouper pour pouvoir avoir suffisamment de puissance pour se protéger. Alors ce mouvement, j'ai évoqué tantôt Kwame Nkrumah, et avec d'autres, et la volonté de la création des États-Unis d'Afrique, oui, a été un peu en somnolence, on va dire, après les indépendances. Pourquoi déjà? Pourquoi est-ce que
les fleurs n'ont pas tenu la promesse. Enfin, pourquoi est-ce que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs? Il faut dire que de 1920, disons, jusque dans les années 1960, le panafricanisme était animé, comme je l'ai dit tantôt, hors d'Afrique. Et s'est manifesté par un soutien au mouvement anticolonialiste et un appel à ces mouvements qui arrivaient à obtenir l'indépendance à s'unifier immédiatement. C'est ce qui d'ailleurs, avec l'aide justement des gens comme les Kwame Nkrumah, qui eux maintenant rentrent sur le continent, ils prennent le pouvoir en 1957 au Ghana, ils aident plein de mouvements à se libérer et en 1963, ils croient vraiment qu'il peut les appeler et convaincre ces différents chefs d'État-là de s'unifier immédiatement, de créer les États-Unis d'Afrique. Malheureusement, cela ne se passe pas comme ça. Ces États qui sont nouvellement créés ont déjà plusieurs problèmes. Le premier, c'est que déjà, un bon nombre d'entre eux ne sont pas véritablement indépendants. C'est-à-dire que si une personne comme Kwame Nkrumah avait effectivement libéré son pays de l'emprise britannique, du moins mentale. Dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure, parce que l'économie encore, ça continue d'être tenue, mais ça, on va en parler dans une seconde. Il y avait des pays, comme la plupart des pays francophones, qui ont eu une fausse indépendance. C'est-à-dire que pendant les 10, 15, 20 premières années, pour certains d'entre eux jusqu'à aujourd'hui, les décisions continuent d'être prises en France. Bon, et même dans les pays anglophones. Ces pays anglophones-là étaient soit sous la coupe des Britanniques, soit sous la coupe des Américains, et aucune puissance du monde, y compris la Russie et la Chine, n'ont absolument aucun intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Et c'est normal. Je veux dire, je ne leur fais pas de reproche. Je dis simplement que ce n'est pas leur business. Si nous, on est divisé et faible, c'est à nous de nous plaindre. C'est dans leur intérêt. Et c'est dans leur intérêt. C'est plus facile pour eux que qu'on soit divisé et séparé. Bien, donc, du coup, les nouveaux États, avec leur nouveau chefton, entrent dans une logique de jouissance de ce pouvoir factice-là qu'ils ont, et ils ne veulent pas entendre parler d'un panafricanisme qui va diluerait leur puissance, leur pouvoir qu'ils croient avoir. Et naturellement, donc, on vit dans cette période d'effervescence, des petites dictatures en Afrique, jusque peut-être dans les années 90, où on entre dans une nouvelle phase maintenant, où il y a la démocratie. Mais cette démocratie semble toujours... Bon, a quelque chose de bien, c'est qu'elle libère la pensée. Bon, mais malheureusement, enferme les gens dans des batailles électorales qui ne font plus appel à des grands sentiments. C'est-à-dire que vous n'allez pas gagner une élection à macaque en leur parlant qu'il faut s'unifier avec le Mali. Donc du coup, la démocratie qui est née dans les années 90 s'est traduite par, en fait, une médiocrité de l'offre politique. Qui, dans beaucoup d'endroits, a fini par être des offres ethniques, ethnicistes, linguistiques, des choses comme ça, religieuses. Et donc, une pauvreté de l'offre politique qui est peut-être aussi le reflet de l'offre des politiques eux-mêmes, je veux dire en termes d'individus qui portaient les aspirations de changement des populations, des peuples. Dans un contexte où il ne faut pas être brillant pour réussir en politique, naturellement plein de médiocres s'y vont et naturellement ils n'ont même plus de chance.
de fonctionner que des gens qui viennent avec des idées compliquées. Parce que la question que vous me posiez, c'était de savoir pourquoi est-ce que cette grandeur d'idées-là. Alors j'expliquais simplement qu'on a passé une phase d'effervescence du micro-nationalisme. Donc les gens étaient contents d'être libérés, de constituer leur État, et se disaient, bon, on va se unir après. Bon, alors l'unité n'est toujours pas venue parce que l'OUA avait déjà même dit, décréter l'intangibilité des frontières du colonialisme. Et quand la démocratie vient, je disais qu'il y avait quelque chose de bon, la libération des idées, j'en reviendrai, mais la chose qui est venue avec ça, c'est la médiocrité de l'offre politique. Qui a perverti... qui fait que des grandes idées, comme celle du panafricanisme, n'apportent plus rien de concret à un politicien aujourd'hui, dans un pays africain qui se dit démocratique. Est-ce que du coup le panafricanisme est rendu désuet par ce constat que vous faites, cette analyse que vous faites de la situation? Mais non, justement, parce que, et je vous ai dit que d'une part, il y avait cette médiocrité des offres politiques, et d'autre part, une ouverture des idées. Parce que ça fait quand même 60 ans qu'on est là, qu'on est soi-disant indépendant. Et tout le monde constate que ça ne marche bien nulle part. Parfois, quand vous êtes dans une zone francophone, vous dites que c'est parce qu'on a le CFA que ça ne marche pas. Mais vous allez dans les pays anglophones, chacun a sa monnaie, et ça ne marche toujours pas. Certains disent que ça marche mieux ici que marche. Les gens n'ont pas dans ce genre de considération, ça ne fait pas de sens. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et ce n'est en train de marcher nulle part. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. Ils ne produisent même pas cure-dent. Donc, expliquez ça, c'est quoi? Ils sont anglophones, ils sont fédéraux, ils sont tout ce que vous voulez. Donc on a dans l'échec des politiques micronationalistes sont en train de redonner justement au panafricanisme son renouveau. Aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Même le Ghana qui était présenté comme un exemple, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, leur économie est complètement à terre. Parce que le système de domination, il est global. Et aucun pays africain, le processus de domination de l'Afrique a été un processus global. Quand ils sont allés s'asseoir à Berlin pour charcuter l'Afrique, ils étaient ensemble. Hein. Donc, personne ne va jamais s'en sortir tout seul. Et en fait, c'est là que le panafricanisme, et c'est pour ça que vous voyez ce regain du panafricanisme aujourd'hui. Alors, ce regain, il naît de quoi? Enfin, il y a le constat que vous faites. Le constat d'échec de toutes les autres politiques et de toutes les autres options. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'État ont tenté de faire des choses dans leur pays. C'est-à-dire qu'il y a eu des bons chefs d'État, il y a les Sankara, il y a les Julius Nyerere, Houphouët-Boigny et autres. Bon, Houphouët, lui, c'est l'ami des Français. Mais je veux parler des gens qui essayent de se libérer. Voilà. Donc, je veux citer les Sankara, Sékou Touré, Kadhafi, etc., et qui essaient de le faire dans le cadre de leur micro-État. Tu vois, ils ont connu des succès et beaucoup de revers. C'est-à-dire que quand on ne les a pas renversés du pouvoir, on les a assassinés, etc., etc. Ceux-mêmes qui ont dit « nous n'allons pas attaquer de front », comme les Houphouët, les Aïdjo, tous ceux-là qui étaient conciliants et collabos, même chez eux, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. Donc, clairement, vous vous rendez compte que ce n'est même plus l'idéologie ou les politiques mises en place dans le cadre d'un micro-État qui détermine l'échec ou le truc. C'est comme si on est programmé pour échouer. Voilà. Alors, moi j'ai envie de situer le regain de cette idéologie panafricaniste à la crise ivoirienne, si je m'en tiens, enfin la crise des années de la succession en Côte d'Ivoire, l'élection de 2010 notamment, avec un certain nombre de médias qui ont pour lieu de création le Cameroun, qui ont vu à travers le combat que les Ivoiriens menaient avec, en tout cas une partie des Ivoiriens menaient avec la France là-bas,
l'occasion de régler des comptes, peut-être à la France. Et on a vu des débats enflammés, un certain discours limite violent contre la France et des têtes dans l'intelligence africaine qui ont surgi pour revendiquer une certaine liberté, une certaine autonomisation de l'Afrique. Est-ce que c'est la lecture que vous faites vous aussi, ou alors on peut situer ce regain un peu plus loin? Bien, Est-ce que la crise ivoirienne a été un fondement de cette résurgence du sentiment panafricaniste sur le continent? Oui et non. Je dis oui parce que certainement un phénomène aussi visible que l'attaque combinée des Nations Unies, de l'OTAN et de rebelles locaux contre un pouvoir était assez inhabituel. Surtout que ça se passe aussi en même temps avec une attaque de l'OTAN sur la Libye et qui amène donc les gens à se rendre compte que l'Afrique, elle est en train d'être attaquée. Et donc, du coup, il se crée une sorte de polarisation dans laquelle les camps se constituent. C'est-à-dire que donc, ceux qui veulent la libération de l'Afrique sont d'un côté, et ceux qui trouvent qu'on peut toujours dealer et trouver une forme de collaboration modérée avec l'Occident sont de l'autre. Et il y a donc eu autour de ces deux conflits-là cette sorte de dichotomie. Ça, c'est oui. Mais non, dans le sens que, en vérité, le mouvement panafricain est plus profond que ces épiphénomènes-là. Il y a un sérieux travail. Parce que le panafricanisme, dans son essence, pose un certain nombre de questions fondamentales. La première question, c'est la question d'abord de notre reconstruction historique. Parce que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée, complètement falsifiée, coupée. Les Africains sont aliénés, ils sont coupés de leur propre histoire. Ils ne la connaissent pas. C'est pour ça qu'un président français peut venir dire ici que l'Afrique n'est pas rentrée suffisamment dans l'histoire. Dans l'histoire. Alors, c'est-à-dire que ce président montrant son ignorance complète, maintenant que c'est scientifiquement établi, que c'est en Afrique qu'ont été jetées les bases de la civilisation. C'est-à-dire que d'abord, non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, dans le sens que 160 000 ans de l'Homo sapiens sapiens s'est passé exclusivement en Afrique, sur les 200 000 ans de son existence, mais l'Afrique a été, et tout à fait naturellement, le berceau de la civilisation. C'est l'Afrique qui a jeté les bases des mathématiques, de la chimie, des sciences, de tout, même de l'informatique. Mais et c'est bien de le dire parce que vous êtes informaticien, il faut peut-être le préciser. Je le dis, quand je crée la société Intellar, l'intelligence artificielle, en 1985, et que j'appelle l'ordinateur Ramsès I, je ne l'appelle pas comme ça au hasard. C'est parce que la pensée qui permet de faire les algorithmes, qui permet de faire les ordinateurs, là, c'est nos ancêtres là qui ont mis ça en place. Mais on ne le sait pas parce qu'on a été coupé. Vous savez, c'est la première chose que fait quelqu'un quand il veut vous dominer. Et dans le cas de l'Afrique, on a été dominé plus. Dans le sens que on vous met en esclavage, on a dispersé tout, on a tout cassé. Nos cultures, ce qui reste de nos cultures aujourd'hui dans les villages, c'est vraiment le déchet de la culture africaine. Ce qui nous oblige, et Dieu merci, il y a eu des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont mis ce travail sur une base scientifique à rechercher maintenant notre passé, pas sur des bases idéologiques, mais sur des bases scientifiques. Là, reconstituer comment est-ce qu'on s'organisait avant l'arrivée des oppresseurs. Et les oppresseurs sont arrivés il y a très longtemps. Hein. Ça a commencé par les Grecs, les Romains, ensuite les Perses, ensuite les Arabes, ensuite les Européens. Donc, parfois, les gens se limitent aux 100, 200 ans des Européens. Non, ça a commencé il y a très longtemps.
et avec la destruction conséquente de l'histoire de l'Afrique, dans la chute de l'Égypte ancienne, Kemet, est le point de départ de nos malheurs. Parce que Kemet était l'épitome, la meilleure représentation de ce que le peuple noir a pu créer. Donc, il est donc important aujourd'hui, si on veut s'en sortir, d'étudier cela, pas pour s'y délecter, mais pour se servir de ça comme base pour comprendre comment on peut, de façon endogène, résoudre nos problèmes fondamentaux. Donc, et ce travail scientifique-là, il ne se fait pas bruyamment. Parce il se fait il se fait très sérieusement. Et aujourd'hui, il a atteint, de mon point de vue, le seuil critique, la taille critique qui nous permet aujourd'hui, si nous voulons créer un État souverain, basé sur la culture africaine authentique, on peut le faire aujourd'hui. Il se fait où? Il y a des centres de recherche, il y a de nombreux centres de recherche. Il y a de nombreux chercheurs indépendants. Il y en a qui arrivent à se greffer dans des départements, dans des universités européennes ou américaines. Mais je vous assure, M. Sumba, le travail qu'il est en train de faire est extraordinaire, dans le sens que, et d'ailleurs, nous avons même sur le plan camerounais, si vous lisez les travaux de Bogbasson, c'est-à-dire qu'il vous présente, écoutez, l'économie là, africaine, là, voici comment ça devait être, la Constitution, voilà comment ça devait être, etc. etc. Bon, je ne cite qu'un des chercheurs parmi tant d'autres qui ont fait un travail mais extraordinaire, qui permettrait aux Africains de ne plus être des simples copieurs. Parce que vous savez, dans le domaine de la connaissance, une de mes spécialités, les gens parlent beaucoup d'informatique, mais je me suis spécialisé dans la gestion de la connaissance. Et la connaissance est quelque chose d'extrêmement dangereuse parce que ce n'est pas tout stock de connaissances qui est un actif pour vous, qui est un avoir. Vous pouvez avoir un stock de connaissances qui vous met en dette. Et en réalité, si vous ne produisez pas votre propre connaissance, alors vous allez prendre les connaissances des autres, à changer votre paradigme, et vous passez votre temps à servir quelqu'un d'autre plutôt que vous servir vous-même. Parce que la connaissance qu'on vous a donnée ne vous sert à rien. La preuve, ça fait 60 ans qu'on a des ingénieurs, et chaque fois qu'on veut faire des ingénieurs de génie civil, mais chaque fois qu'on fait une route, on se demande, mais est-ce qu'on va appeler les Français ou on va appeler les Chinois? Mais c'est quoi cette politique là? Tous ces ingénieurs, ils sont où? Pourquoi cette perversion justement de la décision? Mais c'est ça précisément les questions fondamentales auxquelles le panafricanisme sérieux. Parce qu'il y a une autre forme de panafricanisme bruyante là et tout ça, on va en parler dans un instant. Voilà, qu'il ne faut pas confondre avec le travail extrêmement sérieux des gens extrêmement sérieux qui sont en train de mener ce mouvement. On doit comprendre pourquoi des Africains, laissés à eux-mêmes, n'arrivent pas à s'en sortir. Et effectivement, beaucoup de recherches ont été faites là-dessus. On a découvert que c'est parce qu'on est aliéné. C'est parce que, regardez-nous, quand vous prenez les institutions qui contrôlent la pensée de l'être humain, l'éducation, vous avez l'éducation, les médias, la religion, les arts. Commençons par la religion. Toutes les données, toutes les recherches scientifiques prouvent que l'essentiel des religions là, ont en fait copié en Égypte ancienne. Même les sectes qui nous reviennent maintenant, Rose-Croix et tout ça là, reconnaissent que c'est en Égypte ancienne qu'ils sont allés enseigner. Cependant, quand le christianisme nous revient, il nous revient avec un Jésus-Christ qui a les yeux bleus, la barbe blonde, avec une maman qui est blanche. Donc, nous tout petits, on devinait la couleur du père. Si vous trouvez une femme blanche et un enfant blanc, c'est clair que le père est blanc. Et donc, nous sommes donc plongés dans une situation telle que même spirituellement, nous passons le temps à croire que Dieu est blanc, a la même couleur que celui qui nous oppresse.
Mais Et ça participe de la sous-considération que nous pouvons avoir de de nous-mêmes. De la haine qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, de l'amour inconsidéré, parce que le Dieu créateur, du respect qu'on a, c'est-à-dire de l'obséquiosité même que l'on a pour les autres. Et ce sentiment que nous ne pouvons rien faire tant qu'ils ne nous ont pas donné l'aval. Donc ça, c'est la plus grande bataille du panafricanisme. Il faut se sortir de cet esclavage mental-là. Mais pour ça, il ne suffit pas de faire des sermons. Est-ce que Dieu a une couleur? Est-ce que du coup, votre travail, enfin, vous, les panafricanistes, ce serait d'opposer au Dieu blanc le Dieu noir? Bon, vous voyez, ce serait la première phase, la phase infantile du mouvement. Parce que, voilà, vous dites que Dieu est blanc, nous on dit que Dieu est noir, vous dites que c'est... Mais ça, c'est des phénomènes normaux, quoi. En fait, les choses sont plus fondamentales que ça. Dieu n'a pas de couleur. Dieu, ce n'est pas un être humain. Bon, donc, c'est des êtres humains qui ont des couleurs. Ce sont des créatures qui ont des couleurs. Le Créateur, lui, il n'a pas de couleur. Bon, donc ceux qui connaissent savent ça. Mais il faut déjà connaître. Il faut poser la connaissance sur des bases scientifiques. C'est-à-dire que Jésus, clairement, même quand vous appuyez sur les livres que Rome nous a envoyés, il est clairement établi que non seulement il n'était pas européen, mais il n'est jamais allé en Europe. Donc, ce n'est pas possible qu'il soit blanc. Ce n'est pas possible. Bon, mais pourquoi nous projette-t-on cette image de Jésus blanc? C'est parce que ça participe à un mécanisme de domination, de contrôle sur la longue durée. Donc, je ne dis pas aux gens de ne pas être chrétiens, c'est pas ça. Justement, j'allais vous demander, le panafricanisme, si je vous écoute bien, ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas. C'est pas là le débat. Non, c'est pas ça le débat. Le panafricanisme mais quelle est la représentation qu'on fait de vous Dieu amène à vous poser la question fondamentale de savoir, nous qui avons été coupés de notre histoire et qui la découvrons justement, et que nous allons en Égypte ancienne, et nous trouvons des textes qui ressemblent étrangement aux textes qu'on nous a apportés tout récemment. D'une part. D'autre part, ces textes-là sont revenus, légèrement, parfois fondamentalement transformés, avec d'autres colorations. Et ce que je dis pour le christianisme, c'est la même chose pour l'islam. C'est-à-dire que les fondateurs de la religion de l'islam, c'est en Afrique qu'ils ont appris leur connaissance. L'Arabie a été toujours une terre de sauvages. Et Mohamed va là-bas pour les civiliser, en fait. Il part du Yémen, là, donc proche de l'Afrique. Parce que les gens pensent, quand on leur dit le Yémen ou on leur parle d'Israël, ils ne se rendent pas compte que tous ces pays-là, ce sont des pays africains, en fait. Et qu'à l'époque, les gens qui y habitaient étaient noirs. Et que la connaissance qui partait de l'Éthiopie, d'ailleurs, disait les textes islamiques même, quand Mohamed a des problèmes, il fuit, il va où? Il va en Éthiopie. Quand Jésus a des problèmes, il fuit, il va où? Il va en Égypte. C'est l'Afrique, tout ça. Bon, mais les gens ne le connaissent pas. Ouais, ce qui fait qu'il ne s'agit pas ici d'attaquer la foi des gens. Ce n'est pas là le débat. Le débat est qu'à côté de la foi, de la spiritualité même, il y a des oppresseurs qui ont un projet de domination, qui ont ajouté donc des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que la photo d'un Jésus blanc ou forcer les gens à adopter la culture arabe parce qu'ils sont musulmans, c'est des choses qu'un panafricaniste comprendra sur la base d'une étude scientifique du passé et de sa propre religion, qu'il y a des choses qui relèvent complètement de la culture arabe et qui n'ont rien à voir avec la religion de Dieu. Alors ça, c'est pour la religion. Vous avez évoqué 4... Non, il y a la religion. L'éducation. L'éducation. Alors là, c'est la catastrophe. Au niveau de l'éducation, nous avons une éducation qui est complètement eurocentrée. C'est-à-dire qui nous apprend, à nous, des Africains, à voir le monde, mais en mettant l'Europe au centre. Donc, on porte des idées théoriques, effectivement, qui font de nous des Européens à la peau noire. Je vais prendre un exemple simple et que tout le monde peut comprendre. On nous enseigne
Coumain 1, Coumain 2, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On nous enseigne que venant de Brazza, je crois qu'il a découvert la rivière Congo, un truc comme ça, que Natika aurait découvert le Cameroun, enfin des histoires de ce genre. Vous imaginez l'impact psychologique que cela a sur un enfant à cet âge-là, et même sur l'adulte. C'est qu'on est en train de vous dire, en fait, que vous ne venez à l'existence que quand un Européen vous voit. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que tant qu'il ne vous a pas validé, vous n'existez pas. Vous existez seulement à partir du moment où il est entré en contact avec vous. Et la rivière, là, et ce qui est paradoxal, c'est que dans leurs illustrations, ils montrent bien les Africains en train de porter Savoyard de Brazza pour le promener le long de la rivière. Mais ils disent que c'est lui qui est en train de découvrir. Qu'est-ce que ça passe comme message subliminal à l'enfant? Que les gens qui portent là, ce n'est même pas des êtres humains, c'est comme l'âne que tu aurais pu prendre, le cheval, pour marcher dessus. Donc, tout notre système éducatif baigne dans ce paradigme, extraversion. ce paradigme de la supériorité de la race blanche, de l'infériorité des Africains. Dans ce que quelqu'un appellerait cette déformation qui vous fait, et je veux prendre un autre exemple, qui vous fait rester à Yaoundé ou à Douala, mais vous parlez comme si vous êtes à Paris. Je veux prendre l'exemple le plus typique, c'est quoi? C'est expatrié. Un Européen est émigré. Un Africain qui va en Europe est appelé émigré par les Européens qui le reçoivent. Un Européen qui vient au Cameroun est appelé expatrié. C'est paradoxal, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ex et im ont une signification. Im, cela veut dire que j'entre. Donc celui qui vient à l'intérieur d'un territoire immigre, et donc du point de vue de ceux qui le reçoivent, s'expatrie du point de vue de ceux d'où il part. Donc si je suis Camerounais et que je vais en France, effectivement je suis immigré en France, il n'y a pas de problème. Et je suis expatrié pour le Camerounais parce que je suis sorti, je suis comme export. C'est-à-dire que la banane... Import-export. Voilà, c'est ça. C'est le même principe. C'est le même principe. En principe, en voilà. priori. C'est-à-dire que je fais la banane ici et je l'exporte en France. Et en France, c'est une importation. Et en France, j'achète des frigos que j'ai amenés ici, que j'importe. Que j'importe, voilà, et ils exportent. Ouais. Voilà. Donc, expatrié, c'est l'angle sur lequel tu vois la chose. C'est-à-dire que, est-ce que tu es celui qui envoie ou celui qui reçoit? Bon, mais nous, on voit l'Européen arriver et on l'appelle expatrié chez nous. Et c'est même dans notre texte de loi. Et que parce qu'il est expatrié, là, il faut qu'on lui donne des avantages particuliers, on lui donne la maison, on lui donne... Mais chez nous, là, quand on est immigré et on n'a pas de papier, on a des difficultés. Donc vous voyez ce genre de choses qu'on banalise, en fait, dans le système éducatif, dans les médias, dans les films qui nous donnent toujours le mauvais rôle, dans des choses voilà, noir, c'est la couleur de la malchance, blanc, c'est la couleur de la pureté. Enfin, bref. Tout ça participe des chaînes qui nous enferment. Qui nous enferment, exactement. Et qu'il faut combattre sérieusement parce que si on ne le fait pas, alors les Africains resteront des esclaves pour l'éternité, en fait. Donc c'est ça le plus grand problème, la plus grande bataille, le plus grand chantier du panafricanisme. Alors, oui, ça c'est un travail de fond que vous dites qui est en train d'être fait, je l'espère, par des scientifiques. Sauf qu'il y a cet autre panafricanisme dont on parlait tantôt qui est très bruyant, qui est médiatique, qui est visible. Voilà. Est-ce qu'il est aussi utile, ce panafricanisme-là? Bon, la chose qui est certaine, c'est qu'il est bien intentionné. Quelles que soient ses dérives, il est bien intentionné. C'est-à-dire, il est généralement le fait des gens qui viennent de découvrir la vérité et qui sont dans la phase de révolte avant de devenir révolutionnaire. D'accord. Donc c'est comme quelqu'un qui rentre dans une église de réveil, un peu.
les nouveaux pasteurs qui sont très, on va dire quoi, dynamiques dans la foi, dans la propagation de la foi, c'est un peu ça. C'est un peu le même phénomène, Oui, un peu le même type de phénomène. En fait, vous savez, chaque fois que vous découvrez quelque chose pour la première fois, vous avez cet enthousiasme infantile ou adolescent, avec les excès qui vont venir avec. Mais ce qui est certain, c'est que ces individus-là maturent, en fait, maturent finalement. Mais ils vont être remplacés par d'autres personnes qui vont découvrir, parce qu'on est, je sais pas, on est combien de milliards? Peut-être 1,5 milliard. Et nous ignorons tous notre histoire. Donc, vous voyez donc le temps que quelqu'un découvre, bon, il s'excite un peu, au bout de 10 ans, 40 ans, il se rend compte que non, il faut repartir sur des bases un peu plus scientifiques et aller doucement. Mais il participe, de mon point de vue, de la vulgarisation. Je préfère encore les entendre parler plutôt que d'entendre ceux qui dire des choses même que Dieu est blanc et que Dieu est noir et que la race noire est supérieure, etc., etc. C'est préférable de dire ça, de mon point de vue, que de laisser les prêtres continuer à nous faire croire ici que Dieu est blanc et de voir des gens s'agenouiller devant la statue d'une adolescente européenne, des choses comme ça. C'est la catastrophe, quoi. Alors, dans ce nouveau panafricanisme-là, puisqu'on parlait des nouveaux arrivants, vous mettez qui? C'est les figures de ce nouveau panafricanisme, de ce nouveau militantisme panafricain, c'est les Kémy Séba, les Mbanda Kani et autres, c'est ça ce panafricanisme-là? Non, bon, qui, je n'ai pas de nom. Qui du reste sont avec vous dans vos conférences et autres, comme le Pan African Awards. La chose qu'il y a, c'est que, vous savez, bon, d'abord, quand je faisais cette référence-là aux nouveaux venus, je ne suis pas sûr que je parlais des personnages très très connus comme les Mbanda Kani et les Kémy Séba. Bon, je connais Mbanda Kani et un peu moins Kémy Séba. Je voudrais dire une chose. Ils sont nombreux, hein. C'est des exemples, c'est des noms qui sont sortis, on peut en citer à foison. Et d'autres, il y en a plein. Sur Afrique Média, il y en a beaucoup. Et sur beaucoup de chaînes dans les réseaux sociaux et même d'autres chaînes Nathalie, ainsi de suite. Voilà. Bon. Il y a... je voudrais dire que il y a, comme dans tout mouvement, des vedettes. Des personnes qui sont fortement médiatisées et qui parlent. Et dans ce qu'ils disent, on en prend, on en laisse. C'est des individus qui eux-mêmes sont en phase de progression. Eux-mêmes, ils apprennent tous les jours. C'est-à-dire que moi, particulièrement depuis que cette conférence a commencé, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et donc, c'est vrai pour moi qui suis depuis 40 ans dans ces histoires. J'imagine bien que ce serait vrai pour ceux qui sont là depuis 30 ans, 20 ans ou 10 ans. Donc, il y a ce phénomène-là, c'est indéniable. Un peu d'excès ici et là. Bon, mais seulement, la chose qu'il faut bien comprendre ici et distinguer de façon claire, c'est une posture anti-impérialiste et une posture panafricaine. D'accord. Ça, il faut faire une très très grande différence. S'il est vrai qu'un panafricain est automatiquement anti-impérialiste, il n'est pas vrai que tous les anti-impérialistes sont nécessairement des panafricains. Naturellement, chaque fois qu'il y a un effort grossier d'agression, une agression grossière vis-à-vis de l'Afrique, les premiers à monter au créneau, ce seront effectivement les panafricanistes parce qu'ils sont anti-impérialistes. Mais si vous voyez, par exemple, certains mouvements dans certains pays qui flottent le drapeau russe, par exemple, dans le cadre d'une lutte qu'ils mènent ou croient mener contre l'Occident, je dirais que vous ne trouverez pas un panafricanisme conséquent qui va flotter un drapeau autre que le drapeau du panafricanisme.
red, black and green, c'est-à-dire que rouge, noir et vert. Voilà. Donc ça sera clair parce que le panafricanisme conséquent ne substitue pas ne vise un pas à se dominateur libérer à un autre. voilà, de passer d'un maître à un autre maître. Non, ça c'est hors de question. Cela dit, je me porte un peu vis-à-vis de ceux qui veulent faire croire que vraiment la Russie et la Chine, là, c'est exactement comme les États-Unis et l'Europe. Non, c'est pas la même chose. Les Français, là, ils sont venus ici nous prendre un esclavage. Ils nous ont maintenus dans le colonialisme, ils ont maintenu dans le néocolonialisme. Hein. Les Russes et les Chinois n'ont jamais fait ça. Bon, peut-être qu'ils ont un plan de le faire après, mais ils n'ont pas encore fait. Oui, peut-être qu'on va y revenir, mais est-ce que être panafricaniste, c'est être contre la France? Parce qu'on a le sentiment que le combat des panafricanistes que vous êtes est essentiellement orienté contre la France et de manière très, très violente. Non, j'ai dit tantôt que les panafricanistes sont anti-impérialistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont contre l'impérialisme. Oui. Et ils ne sont pas contre un pays. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se lever là et dire je suis contre la France. Je suis contre les politiques impérialistes de la France. Je suis contre une classe politique française qui a organisé le meurtre de peut-être 400 000 Camerounais ici, qui a tué des tirailleurs sénégalais au Sénégal, qui étaient revenus de la guerre. Cette France qui contrôle nos ressources, nous maintient dans la pauvreté, qui veut maintenir le CFA, qui nous asphyxie. Les panafricains sont naturellement anti-impérialistes et sont contre ça. Voilà. Bon, donc maintenant, et la France est sur de bonne guerre, va essayer de les ridiculiser un peu, machin, des choses de ce genre. Mais comme je le répète ici, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même sac. Parce que tous les panafricanistes ne sont pas à un moment donné au même niveau de compréhension. Il y a celui qui vient d'être formé, qui va parler d'une certaine manière, et il y a des gens qui ont fait un peu plus de temps, qui tiendront un autre discours. Autrement, un panafricaniste peut bien continuer de coopérer avec quelque puissance que ce soit, pour autant que les bases de cette coopération aient été redéfinies. Je comprends mais clairement. Y compris de la France. Et bien sûr, la France et toutes les autres, les États-Unis, les autres, la Chine, etc. Ce que le panafricanisme sérieux veut, c'est souveraineté totale et rapport gagnant-gagnant avec tout le reste du monde. Souveraineté totale, ça induit quoi, Djokam Tchameni? La souveraineté totale induit, premièrement, que vous êtes guidé par votre propre pensée. D'accord. Par votre propre pensée, ça c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est que... On est loin du compte. Là, on parle en français ici sur le plateau. Comment on fait pour s'approprier nos propres schèmes de pensée si on ne peut même pas déjà interagir dans les langues qui sont nôtres? Non, ça c'est-à-dire que je vais vous poser une question. Même si c'est moi qui pose ici les questions. Non, je vais de façon rhétorique vous poser une question, parce que je vais lui répondre moi-même. Ok. Bon, donc si vous prenez l'enfant qui par la force de l'histoire est né aux États-Unis ou bien est né au Brésil. Prenons l'enfant noir qui est né au Brésil. Il parle portugais. Petit Brésilien noir. Vous savez que en fait, la population brésilienne est en majorité noire en fait. C'est le plus grand pays noir après le Nigeria. Les gens ne savent peut-être pas. Il parle de portugais. Mais dans n'importe quelle langue, tu peux te libérer mentalement. Ok. Tu peux te libérer. Ce n'est pas parce que tu parles la langue. Donc le problème, ce n'est pas la langue. Non, c'est le paradigme. C'est le paradigme que tu as. C'est la lunette théorique que tu portes. Donc, si tu parles cette langue parce que c'est l'histoire qui te fait parler la langue, tu la parles, ça c'est pas un problème. Bon, mais si tu as la bonne pensée, alors tu vas avoir la bonne action qui va suivre dessus. Donc je ne voudrais pas que les gens laissent des petites choses, des petits accidents de l'histoire nous empêcher. Parce que du coup, vous intégrez dans n'importe quelle langue. Donc, du coup, parce que vous intégrez, vous dites ça peut-être par anticipation pour suggérer que c'est trop tard maintenant pour penser qu'on puisse... Non, pas du tout. Avoir une langue propre à nous. Non, parce que fatalement, oui, l'Afrique devra, à terme,
Quand est-ce que ce sera complètement libéré? Parce que j'ai parlé de la libération mentale. C'est-à-dire que cela veut dire déjà partir d'un schéma intellectuel eurocentrique à un schéma intellectuel afrocentrique. Donc ça, c'est la première démarche, de mon point de vue. La deuxième va aller maintenant au niveau de la culture, de la politique. Il faut que les Africains arrivent à construire un État, ne serait-ce qu'un seul, qui montre à la face du monde ce que les Noirs peuvent faire quand ils sont laissés à eux-mêmes. Parce que les États qui ont été créés à Berlin, là, ce n'est pas nos États. Il faut qu'il y ait un État souverain, donc la deuxième souveraineté, c'est la souveraineté politique. Celle qui va consister, donc, utiliser notre pensée pour créer des institutions qui sont véritablement les nôtres. Et à partir de là, vous pourrez donc vous mouvoir vers la souveraineté économique. Parce que vous n'allez pas l'avoir avant d'avoir la souveraineté politique, etc., etc. Et même l'unité de l'Afrique, là, ça ne va pas se passer par un coup de baguette magique, c'est parce qu'il y aura un pôle d'attraction qui va faire que les gens pourront, effectivement, en voyant que, tiens, les panafricanistes, ils ont pris un État et ils sont en train de faire les choses bien. Alors, c'est bien pour nous, peut-être. Alors, tout ça, c'est très séduisant, j'ai envie de dire, mais lorsqu'on a le sentiment que les panafricanistes sont en posture de défiance vis-à-vis des dirigeants, ou voire même d'opposition frontale, comment implémenter toutes ces idées si vous ne pouvez pas, justement, être en capacité de travailler avec ceux qui décident du cours de nos vies? Je veux dire, le chef d'État, les dirigeants et autres. Et ça reste un peu marginal, ce mouvement panafricaniste, de ce point de vue-là. Bien. Là, vous parlez du point de vue de la politique, n'est-ce pas? Bien. La chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, à partir des années 90, depuis les années 80, le retour du multipartisme généralisé en Afrique, il n'y a pas eu, comment on appelle ça, c'est-à-dire un véritable mouvement panafricain qui ait réussi même à se rapprocher du pouvoir. Maintenant, positionner les panafricanistes comme étant des gens qui sont nécessairement antinomiques du pouvoir n'est pas complètement vrai. Parce que, comme je dis, le panafricanisme est un courant politique diversifié qui a sa direction, libération totale, unification de l'Afrique, libération mentale, économique, etc. Bon, mais qui, dans chaque situation, essaye de faire ce qu'il y a à faire. Donc, quand vous devez regarder le panafricanisme un peu comme les communistes au début des mouvements communistes. Ils n'avaient pas encore un pays. Avant que l'Union soviétique bascule et fasse une révolution communiste réussie, il n'y avait pas un pays. Donc, tout ce que vous aviez, c'était des petits mouvements de partis communistes marginaux qui étaient là, qui n'arrivaient même pas à avoir 2 ou 3 députés à l'Assemblée nationale. Mais ça a changé le jour où il y a eu l'Union soviétique. Et à partir de ce moment, il y a eu d'autres États communistes parce que l'Union soviétique a aidé ces gens-là à le faire. Donc laisser le panafricanisme grandir et passer ces phases d'adolescence. Très bien, j'entends. Donc du coup, est-ce que dans l'Afrique que nous vivons aujourd'hui, il y a, ici ou là, un pays ou un autre qui, de votre point de vue, est en train d'expérimenter ces idées-là? Je pense, notamment ici, on a évoqué quelque peu des mouvements qui se passent, on brandit des drapeaux russes et autres. Est-ce que le Mali, avec tout ce qui s'y passe, peut, de votre point de vue, être considéré aujourd'hui comme un foyer du panafricanisme lorsqu'on voit le positionnement de ces dirigeants, de ces jeunes dirigeants? Vous savez, ça fait longtemps que je fais de la politique et j'ai eu une formation très très rigoureuse en matière de politique et je n'emploie pas un terme pour dire l'autre. Ce que l'on observe au Mali, c'est de l'anti-impérialisme. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Ouais. C'est tout. C'est tout. Bon, ce n'est pas le panafricanisme. C'est-à-dire, parce que le panafricanisme, l'État malien, à ce que je connaisse, pour le moment, n'a pas encore lancé un appel aux Africains de venir prendre la nationalité là-bas, qui serait le premier acte de panafricanisme. C'est-à-dire que appeler les panafricains, venez nous aider
Voilà. Donc, pour le moment, je respecte, et je le dis avec beaucoup de respect, le Mali est dans la phase de la lutte anti-impérialiste, qu'elle mène avec vraiment beaucoup de difficultés et des challenges Et de extrêmes. courage. Beaucoup de courage. Les panafricanistes font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ils soutiennent ce mouvement anti-impérialiste, ça c'est clair. Mais on ne peut pas dire que le Mali, qu'Assimi Goïta est panafricaniste, il n'a pas encore posé, ni lui, ni son gouvernement, ni Choguel Maïga, ni le militaire qui a eu fait son intérim là. Aucun d'entre eux n'a encore posé des actes qui les qualifieraient comme Qui, à vos yeux, obéirait à cette appellation aujourd'hui parmi nos chefs d'État, parmi nos dirigeants? De ce que l'on pourrait dire qu'ils sont panafricanistes, ou du moins favorables à ces idées-là. Tiens, bon, maintenant vous avez dit deux choses qui ne sont pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que si vous dites, quels sont les chefs d'État qui semblent montrer une sorte de sympathie vis-à-vis du mouvement panafricaniste, vous allez être surpris que même M. Biya va être cité, puisqu'il a tout récemment, le CEDETOLA a tenu une conférence panafricaniste avec des grands messieurs du panafricanisme, Théophile Obenga, Omatunde, le Ouzou du panafricanisme, c'était à Yaoundé. C'est sous son haut patronage. Donc, Afrique Média est bien ici au Cameroun et le pouvoir n'est jamais allé les taper. Donc, on pourrait dire que peut-être, quelque part dans le pouvoir de Yaoundé, il y a une sorte de tolérance, d'acceptation du courant panafricaniste et anti-impérialiste qui se manifeste. Et que, pour une raison ou pour une autre, ce pouvoir ne les considère pas en réalité, pas encore comme des dangers pour eux. Bon, voilà. Pas encore ou pas du tout. Est-ce que du coup, Kadhafi... dans l'esprit. Mais par contre... Est-ce que Kadhafi en était un? Kadhafi, par contre, voilà un chef d'État qui était, lui, panafricaniste, ou comme Nkrumah a été panafricaniste. Oui. Thomas Sankara, malheureusement, vous voyez, ça m'embête de citer seulement les gens qui sont morts, parce que parmi ceux qui sont vivants, là, pour le moment, là, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils sont engoncés dans les politiques internes et les jeux de la démocratie truquée qui nous a été imposée par l'Occident dans les années 90. Alors, vous êtes en Afrique du Sud, vous y vivez, c'est un pays que vous connaissez bien. Oui. Est-ce que, peut-être avant d'arriver en Afrique du Sud, est-ce que vous avez le sentiment que les peuples africains sont eux aussi les peuples favorables à tout cela? Parce que, et c'est là que je reviens à l'Afrique du Sud, lorsqu'on observe le mouvement qu'il y a souvent là-bas, épisodiquement, de xénophobie, de rejet des Africains, un grand pays comme l'Afrique du Sud qui aurait pu, ma foi, de par sa puissance et autres, être un peu le dynamiteur de tout ça. Est-ce que les peuples africains sont prêts à l'acceptation de ces idées? Tout le monde semble encore très confortable dans son petit coin à revendiquer des souverainetés, des nationalismes qui, si je vous écoute bien, sont désuets. Désuets. En effet. Je veux vous dire ceci. C'est que chaque fois que nous avons l'habitude de dire, nous avons lancé un mouvement d'éducation politique qu'on appelle ABC Démocratie, et nous disons que nous considérons que nous avons réussi la formation politique d'un citoyen quand ce citoyen-là a acquis la capacité de voir les intérêts économiques qui se cachent derrière les idées politiques. Donc, quand vous regardez l'Afrique du Sud, vous voyez un pays où on nous a dit qu'il est libre depuis 1994.
et que c'était carrément même un Dieu que nous devons, qui devons faire des prières chaque jour, qui en est devenu le premier président noir. Et vous allez 20 ans après, 80% des terres continuent à appartenir aux Blancs, 92% des entreprises appartiennent aux Blancs. Pour près de 70% de la population noire, rien n'a changé. C'est l'Afrique du Sud de 2022. Je suis en train de parler de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et je suis là-bas. Je suis propriétaire terrien en Afrique du Sud. J'habite depuis 2004. Rien n'a changé pour l'essentiel des Noirs. L'ANC a complètement dérivé et trahi la lutte complètement. Mais il faut bien expliquer à la masse de pauvres Noirs là pourquoi rien ne change pour eux. Alors cyniquement, ceux qui maintiennent le statu quo, c'est-à-dire ce sont les Blancs sud-africains qui sont les créateurs de la xénophobie anti-noir. Anti-africain. Ouais, anti-africain. Voilà, c'est-à-dire la faux-phobie. Parce que d'ailleurs, si vous allez en Afrique du Sud, les Blancs d'Afrique du Sud se comportent un peu comme les Arabes là, au Maghreb. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne sont pas dans l'Afrique, quoi. Que l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, là. C'est-à-dire quand vous êtes en Afrique du Sud, vous voyez un Blanc, il vous dit, ah, tiens, vous venez d'Afrique. Je dis, non, je suis en Afrique, quoi. Je suis en Afrique. Vous venez d'Europe, vous. Bon, donc, il dit que non, moi, je suis sud-africain. Donc, vous voyez, c'est eux les fabricants de cette idéologie. Il ne faut pas vous laisser tromper par des phénomènes comme ça qui sont montés de toutes pièces par le pouvoir blanc, parce que et leurs complices noirs qui sont là au pouvoir. On va bientôt sortir, Jokham Chavini, le passe trop vite. Vous disiez dans le terme de propos que c'est le panafricanisme ou rien, qu'aucun de nos États ne peut s'en sortir tout seul. Donc pour vous, c'est vraiment la seule voie de salut pour l'Afrique, de se mettre ensemble, de se retrouver et de constituer une force ensemble. Absolument. Ou rien. Absolument. Écoutez, dans le monde aujourd'hui, si vous êtes noir, dans les rues de Tokyo, de New York, d'Arabie Saoudite, etc., tout peut vous arriver. Tout. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'un Nord-Coréen, vous avez déjà entendu qu'aux États-Unis, il y a un policier qui a tapé sur un Nord-Coréen? Non. Il ne tenterait même pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe. Nous devons avoir le désir de puissance. Et l'Afrique ne peut avoir cette puissance-là qu'avec une pensée panafricaine. Mais maintenant, je me démarque avec une chose. Je ne pense pas qu'il faut attendre que tous les pays africains soient réunis pour être puissants. On peut commencer dans un seul État. Et de mon point de vue, le Cameroun, et c'est une question que vous posiez. Justement, je vais vous demander à Nof, pourquoi on a le sentiment que tous les chemins panafricanistes convergent vers le Cameroun? Pourquoi? Ah, ça, je veux vous le dire. Je veux vous le dire. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je veux donc y aller peut-être rapidement. La première chose que les gens doivent savoir avec la position géographique du Cameroun, c'est que ce n'est pas une position simple. Hein. Quand vous étudiez les migrations, le départ des peuples de l'Égypte ancienne, avec un arrêt dans le Darfour, le prochain arrêt, c'est dans la région du lac Tchad qu'il y a dispersion. Ceux qui descendent vers le sud et ceux qui vont vers l'ouest pour aller finir vers le Sénégal là-bas. Le Cameroun est le concentré de toute l'Afrique, du point de vue génétique, du point de vue culturel. C'est extrêmement important à comprendre cela. On est l'Afrique. Je vais aller plus loin. Pendant les mouvements d'indépendance, tous les mouvements panafricains, FEANF et tout ça, c'est les Camerounais qui étaient à la tête. Moumi était recherché par les chefs d'État pour être leur conseiller. Et parmi les panafricains les plus en vue aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais.
je ne veux pas entrer dans une sorte de chauvinisme micronationaliste parce que c'est absolument contradictoire. Je parle de la situation géographique, je ne parle pas du pays qu'on appelle Cameroun, parce que d'ailleurs le Cameroun a eu tellement de formes. C'est-à-dire on est parti de 791 000 m2 791 000 m2 au 476 qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas de ça que je parle de l'emplacement et du mix de population que l'on retrouve dans cet espace géographique. C'est ça qui en fait sa spécificité. C'est ça qui crée une tolérance extrême. Allez vous avez parlé d'Afrique du Sud tantôt. C'est peut-être 1% de Noirs étrangers qui arrivent et ça crée déjà des problèmes de xénophobie. Au Cameroun, on a peut-être 3 millions de Nigériens ici, ça n'a jamais posé un problème à quelqu'un. Il y a plein de Maliens ici et tout. Ils fondent dans la population. Donc, le Cameroun a une mission. Le Cameroun, moi je crois qu'elle a la mission même d'être, elle est celui qui est le mieux placé pour faire le patrimoine. Et je vais vous donner une autre raison. Il y a aux États-Unis des Noirs qui sont en train de rechercher par mécanisme scientifique leurs origines, c'est-à-dire dans quelle région de l'Afrique d'où ils sont originaires. Voilà, leurs ancêtres seraient venus. Savez-vous que 40% des Africains américains tracent leurs origines ici? Savez-vous qu'au Cameroun, Bimbia était un des plus grands ports d'exportation de nos esclaves. Nous, on ne le sait même pas. Nous, quand on est assis, ici, là, tout le monde parle de Gorée, on parle du Ghana, alors que plus de bateaux sont partis d'ici qu'au Ghana et au Gorée mélangés. Donc, Chamini, c'est un sujet extrêmement passionnant, extrêmement dense. J'espère qu'on aura l'occasion à dire à propos. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. On n'a pas eu le temps d'évoquer vos autres activités politiques notamment et l'actualité politique du Cameroun. Donc, on aura parfois, aussi souvent que vous serez de passage à Douala, peut-être la possibilité de revenir dessus. Ce sera avec plaisir, mais je pense que le sujet qu'on a traité est autrement plus important que les chicaneries politiques du Cameroun. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci à vous surtout de nous avoir regardés pour cette autre édition de l'invité de la rédaction. Je vous retrouve évidemment très prochainement sur nos antennes avec l'égal plaisir. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.